Bien, nous voilà dans la troisième séquence de ce chapitre consacré à l'étalonnage. La première partie nous avait amené à présenter le vocabulaire, la démarche. La deuxième partie nous a montré comment la méthode des moindres carrés nous permettait d'une part d'obtenir des estimations ponctuelles, de A0 et de 1, l'ordonnée à l'origine et la pente, et de l'écart type résiduel. Voilà. Alors attention, ce n'est pas ce que l'on cherche complètement dans la démarche, puisqu'on cherche un diagramme d'étalonnage, on cherche à obtenir des résultats de mesure, donc des intervalles de confiance, et donc on va rentrer dans une partie qu'on peut qualifier d'aspect statistique d'analyse de la régression, où on va voir comment l'écart type résiduel se propage au niveau de l'ordonnée à l'origine, au niveau de la pente, et pour faire des prévisions. Alors, rappelons ce qu'est l'écart type résiduel. L'écart type résiduel, c'est le doute qui affecte communément et uniformément chacune des indications observées. Donc ça permet de faire un petit intervalle de confiance autour des points bleus que vous voyez sur le nuage de points. Et donc la question, c'est, puisque maintenant les points bleus, c'est plus des points, c'est des intervalles, comment l'incertitude qui affecte chacune des valeurs observées, et qui est traduite par cet écart type résiduel, se propage-t-elle sur l'estimation des paramètres du modèle? Paramètres, il y en a deux, l'ordonnée à l'origine et la pente. Donc le blanc, ou l'indication du blanc, et la sensibilité. On va utiliser, de façon sous-jacente à la présentation, la loi de propagation des incertitudes. On s'intéressera simplement à l'explication des formules trouvées et pas à leur démonstration dans cette présentation. Donc c'est ce qu'on a représenté ici de façon symbolique. Il n'y a pas une droite, il y a une infinité de droites, et par voie de conséquence, on voit qu'à l'origine, il y a naturellement un intervalle, il y a plusieurs intersections, et comme toutes les droites pivotent par le centre du nuage de points, et restent à l'intérieur de ces intervalles de confiance, il va y avoir un intervalle de confiance pour la pente. Alors, voilà les résultats que l'on va commenter en détail dans cette séquence. Donc, partant de l'écart type résiduel, c'est la formule que l'on voit apparaître en haut à droite, et qui est représentée par cette petite gaussienne. Donc, l'écart type résiduel affecte les valeurs des indications. Eh bien, comment cet écart type résiduel va-t-il se propager sur l'ordonnée à l'origine? Et donc, l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine va être traduite par un écart type, c'est une incertitude type, et voilà la formule qui traduit le doute à partir d'un écart type S de A0 sur l'ordonnée à l'origine. On va commenter tous les termes de cette formule. Voilà quelle est la formule S de A1 qui traduit le doute sur la pente. Ces doutes qui affectent les paramètres du modèle, c'est ce qu'on appelle des erreurs types. Dans le langage statistique, c'est l'écart type d'un estimateur. Alors, faisons une comparaison avec l'estimation d'une moyenne, encore une fois. Lorsqu'on avait obtenu l'écart type expérimental, c'est-à-dire l'écart type petit s qui affectait chacune des valeurs mesurées, eh bien on le propageait à la moyenne arithmétique pour obtenir la variance de la moyenne, qui était la variance expérimentale divisée par n, dont on prenait la racine carrée positive pour obtenir l'écart type de la moyenne s sur racine de n, et cet écart type de la moyenne, S de Y bar, eh bien, servait à faire un intervalle Y bar plus ou moins T fois S de Y bar. Eh bien, c'est exactement la même chose que l'on va faire pour donner un intervalle de confiance relatif à l'ordonnée à l'origine. Donc voilà la formule, on va la commenter, qui traduit l'écart type de l'estimation du blanc. Tout calcul fait, c'est 0,8514. Et naturellement, cet écart type va nous servir sur le transparent suivant à donner la valeur de l'intervalle de confiance. Alors, commentons cette formule. S de A0, c'est le produit de deux termes positifs. D'une part, l'écart type résiduel, et d'autre part, ce que vous voyez sous la racine carrée. Ça veut dire que plus les points seront dispersés autour de la courbe d'étalonnage, plus l'écart type résiduel sera grand, et donc plus le doute sur l'ordonnée à l'origine sera grand. Ça semble logique. Plus on admet un doute important sur les valeurs observées, plus le doute sur ce que l'on calcule à partir de ces valeurs observées sera grand.
Maintenant, regardons le contenu de la racine carrée. Alors, dans le contenu de la racine carrée, il y a d'abord 1 sur n. Tiens, on trouve un phénomène très similaire à ce que vous voyez à gauche à l'écran dans l'estimation de la moyenne. Plus votre plan d'essai aura une taille importante, plus les incertitudes seront faibles. Mais naturellement, plus ça coûtera cher. Et deuxième partie de ce qui est sous le radical, cette somme, on voit apparaître au dénominateur quelque chose d'important, c'est la somme des carrés des écarts entre le choix des concentrations étalons choisis, xi, et leur moyenne x bar. Donc plus la dispersion des valeurs des étalons sera grande par rapport à leur moyenne, plus le doute sera faible. Cette somme de carrés d'écart intervient au dénominateur. Et c'est ce qui permet de reboucler, on va le voir, sur le choix du plan d'essai, où on pouvait présenter 2 possibilités. Alors, une fois qu'on connaît l'écart type de l'estimation du blanc, on va faire un intervalle de confiance, A0, plus ou moins, t fois S de A0. T, on le trouve encore une fois dans une table de student. J'ai reproduit la table de student classique, si ce n'est que dans les problèmes d'étalonnage, on ne choisit pas des risques alpha plus grands que 1%. Donc je vous rappelle que le risque alpha, c'est le risque que l'intervalle que vous annoncez ne contienne pas la valeur vraie. Donc ici, on prendra des risques de 1% correspondant au nombre de libertés associé à l'écart type résiduel. Le nombre de degrés de liberté, c'est n-2, puisqu'il y a 2 paramètres dans le modèle. N, c'est le nombre de couples xy dont on dispose. Donc n-2, ici, ça fait n égale 9. Et donc, on va pouvoir ainsi donner un intervalle de confiance sur l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est comprise entre 2,28 et 7,82 milliabsorbances, avec un risque de 1%, ça veut donc dire que cette ordonnée à l'origine est significativement différente de 0. Et donc on valide ici le fait que l'on ait pris comme hypothèse de modélisation un modèle qui est une droite présentant une ordonnée à l'origine. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si l'intervalle de confiance associé à alpha 0 contenait la valeur 0, eh bien, il faudrait arrêter là la démarche et recommencer la démarche avec un modèle sans constante. Regardons qu'est-ce qui se passe pour A1, exactement la même chose. Voilà l'écart type ou l'erreur type associée à la pente. Là encore, c'est le produit de 2 termes positifs. Plus l'écart type résiduel est grand, donc plus le doute sur les valeurs affichées dans le nuage de points sera important, et donc plus le modèle d'étalonnage va pouvoir pivoter par rapport au centre du nuage de points, donc plus le doute sur la pente sera grand. Et au même titre, on voit apparaître au dénominateur, alors qui est un peu plus simple que le dénominateur de la formule précédente, on voit apparaître la somme des carrés des écarts entre le choix des concentrations étalons et leur moyenne. Plus cette somme des carrés des écarts sera grande, en raison de la position des valeurs des étalons, eh bien plus S de A1, donc le doute sur la pente, sera petit. Tout calcul fait, voilà l'écart type qui affecte la pente. Cet écart type va nous permettre naturellement de fabriquer un intervalle de confiance A1 plus ou moins T fois S de A1, T étant lu encore une fois dans la table de student avec les mêmes recommandations que précédemment, et donc on peut dire que la sensibilité dans cet exemple est comprise entre 94,22 et 103,58. À quoi cela sert-il? Bien, si on vous demande de vérifier la sensibilité d'un instrument de mesure qui était par exemple affiché à une valeur de 100, si l'intervalle de confiance que vous venez de calculer contient la valeur affichée, vous pouvez valider la valeur de la sensibilité. Si l'intervalle de confiance que vous venez de calculer ne contient pas la valeur de la sensibilité affichée, eh bien il va falloir réformer l'instrument de mesure parce que il n'opère plus avec la même sensibilité. Alors, voyons en fait le rôle de cette somme de carrés d'écart, somme de i égale 1 à n, des xi moins x bar au carré. On avait vu qu'il y avait plusieurs types de plans d'essai. Un premier type de plan d'essai qui privilégiait la recherche de la limite de linéarité, la recherche de l'allure de la fonction d'étalonnage, et on avait fait progresser les concentrations de la plus petite à la plus grande avec un pas régulier. Donc ici on était allé de 0
à 1 mg par millilitre avec un pas de 0,1 mg par millilitre. Ben, si on calcule la somme des carrés des écarts des concentrations par rapport à leur moyenne, on obtient 1,1. On aurait très bien pu, pour un même nombre d'essais dans le plan d'essai, répartir différemment les essais, en particulier en réalisant 5 essais en l'absence d'analyte, 5 essais pour une valeur élevée de la concentration en analyte, tout en s'assurant qu'elle soit à l'intérieur des limites de linéarité, et puis un essai au centre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate dans ce cas-là que la somme des carrés des écarts, des valeurs des étalons par rapport à leur moyenne, est égale à 2,5. Elle est beaucoup plus petite. Et donc, par voie de conséquence, les erreurs types seront plus faibles. On voit une application numérique ici, donnant les valeurs de S2A0 et de S2A1 en fonction de l'écart type résiduel. Le deuxième type de plan d'essai va permettre de minimiser les incertitudes. Alors bien évidemment, choisissons un type de plan d'essai qui minimise les incertitudes, mais assurons-nous qu'on ait le droit d'utiliser toujours le même modèle d'étalonnage. C'est pour ça qu'on fait un point au milieu, pour s'assurer que le nuage de points soit bien aligné sur une droite, et puis il faut s'assurer précédemment que les valeurs que l'on observe pour la plus forte concentration en analyte restent bien dans la limite de linéarité de la méthode. Voilà, donc c'était l'objet de ce transparent. Donc dans un cas, on privilégie l'allure de la fonction de réponse, dans l'autre cas, on privilégie la minimisation des incertitudes. Alors, dès lors qu'il y a une incertitude sur leurs données à l'origine, dès lors qu'il y a une incertitude sur la pente, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'incertitude sur les prédictions faites par le modèle dans le sens direct, c'est-à-dire les prédictions faites par le modèle quand on passe de l'espace des X à l'espace des Y. Vous voyez apparaître en haut à droite une formule mathématique très similaire aux autres et on va la commenter. Alors voilà l'écart type d'une prédiction. Là encore, c'est le produit de deux termes positifs. Plus le doute sur les valeurs sera important, plus le doute sur les prédictions sera grand. On voit apparaître sous le radical que le doute sera d'autant plus faible que le plan d'essai aura une taille importante. On voit que le doute sera d'autant plus faible que la répartition du choix des concentrations étalons maximisera la somme des carrés des écarts qui apparaît au dénominateur. Et, ce qui est intéressant, on voit que le doute dépend de l'endroit x0 où l'on se situe. Plus on va s'écarter du centre du nuage de points, représenté ici par x bar, plus le doute sera important. C'est pour ça qu'on a un fuseau de confiance ou un diagramme d'étalonnage pour lequel les limites vont en s'élargissant au niveau des extrémités. Naturellement, les intervalles de confiance obéissent toujours le même réflexe, à la même définition, y chapeau du x0, avec y chapeau qui résulte de la partie déterministe, A0 plus 1 x0, à cet y chapeau, on rajoute et on soustrait t fois, t étant lu dans la table de student, l'écart type d'une prédiction. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour construire le diagramme d'étalonnage, et naturellement, la largeur de l'intervalle de confiance, c'est ce qu'on appelle l'incertitude instrumentale, dépend de l'endroit où on se situe, c'est ce que l'on voit sur ce graphique, tout calcul fait. Voilà le diagramme d'étalonnage, c'est l'expression graphique de la relation entre une indication et le résultat de mesure, donc on s'insère dans le sens inverse, on va partir du Y pour aller vers X, et on nous dit que le diagramme d'étalonnage c'est une relation multivoque, c'est-à-dire qu'à un seul X, on obtient plusieurs Y, et à un seul Y, on obtient plusieurs X. Donc voilà comment fonctionne le diagramme d'étalonnage dans le sens direct. Partant d'une valeur de concentration, on peut donner un intervalle de confiance, donc un résultat de mesure par rapport à l'indication. Ce n'est pas tout à fait dans ce sens que l'on s'en sert. On va s'en servir dans l'autre sens, avec un nouvel écart type de prédiction qui est encadré, S de x chapeau 0. Partant d'une indication, on va pouvoir construire un intervalle de confiance et donc un résultat de mesure relatif à la concentration. C'est x chapeau 0 plus ou moins t fois s de x chapeau 0.
S de x chapeau 0 obéit à la formule qui est encadrée, là encore produit de termes positifs, avec des commentaires qui sont similaires à ceux qu'on a fait précédemment, à ceci près que plus la sensibilité augmente, on voit apparaître le paramètre A1, bien plus le doute va diminuer. Mais attention, plus la sensibilité augmente, plus l'instrumentation coûte cher, et plus la sensibilité augmente et amplifie tout, attention aux conditions de mise en œuvre. Donc choisissez des sensibilités adaptées à vos besoins. On a fini cette partie relative aux aspects statistiques qui nous ont permis de passer de l'écart type résiduel à différents intervalles de confiance. Et donc l'objectif de ce quiz va être de vous amener à commenter des formules, ce qui a été fait dans la présentation. Donc commenter la formule relative à S de A0, commenter la formule relative à S de A1, commenter la formule relative à S de Y chapeau de X0 et commenter la formule relative à S de X chapeau 0. Quand on commente une formule, on précise dans quel contexte, de quel contexte elle est extraite, on va définir chacun des termes, on va définir si c'est une égalité, si c'est une inégalité, si c'est une équation, un système d'équations, si ce sont des équations, des égalités, et on va décrire un à un tous les termes qui apparaissent dans ces formules en expliquant leur sens de variation, à la fois mathématique et économique quand il y en a besoin. Donc voilà, je vous laisse commenter ces formules en guise de validation des acquis de cette séquence, et puis nous allons aborder la 4e séquence de ce chapitre.